30% de hausse, tandis que 100 000 tonnes dorment. La richesse mesurable heurte un pays, dit fragile. Et chaque donnée déplace les lignes de pouvoir autour du Mali, du Sahel jusqu'au marché, sans bruit mais avec effet. Que change ce tournant pour ceux qui suivent Ibrahim Traoré et qui lisent Ibrahim Traoré Burkina Faso comme si c'est un test de souveraineté minière? Une bascule s'annonce, brève mais lourde, car le sous-sol devient la variable maîtresse. Et l'ordre énergétique mondial regarde Bamako autrement, pour les frontières, pour les taxes, pour les alliances et pour la vie des communautés des gisements. Promesse simple, suivre les chiffres, puis lire ce qu'ils déclenchent sur le terrain. Vous gagnez une lecture claire, sans bruit, sans mythe. Ici, le lithium n'est pas un symbole, c'est un pivot stratégique, parce qu'une hausse des prix et une réserve confirmée changent la valeur d'un pays en quelques mois. Ce récit s'en tient aux éléments fournis. Le gisement confirmé en janvier 2025, la hausse de 30% en 6 mois, une taxe exceptionnelle de 20% a été imposée au printemps. Là, les frontières ont été complètement fermées le 10 octobre 2025. Là, un affrontement a eu lieu le 15 octobre. Puis là, un fonds souverain a été créé le 15 août 2025. À partir de là, l'enjeu devient concret. Qui contrôle l'accès? Qui capte les bénéfices? Qui supporte les coûts? Et comment la pression extérieure se manifeste avant même les décisions spectaculaires? Si vous suivez Burkina Faso News ou tapez Ibrahim Traoré Interview, ce cadre aide à distinguer posture, séquence et effet mesurable. Micro-accroche. Un détail administratif va reconfigurer tout le reste, et il arrive plus tôt qu'on ne l'imagine. ChatGPT d'Hanoï. Près de 100 000 tonnes auront confirmé, et 30% de hausse mondiale en 6 mois. 2 chiffres suffisent à déplacer l'axe du pouvoir. Ce mini-révélateur éclaire d'emblée la séquence. Ce qui semblait périphérique devient central, et chaque décision malienne cesse d'être isolée. À partir de janvier 2025, la confirmation publique du gisement de lithium agit comme un signal. Le Mali, longtemps décrit comme fragile, entre soudain dans une compétition énergétique mondiale où le sous-sol dicte le tempo. La hausse rapide des prix crée un effet d'aspiration. Plus la valeur grimpe, plus les pressions s'intensifient, plus les gestes politiques sont scrutés. Dans ce cadre, la figure d'Ibrahim Traoré s'insère moins comme un symbole idéologique que comme un point de convergence entre données, sécurité et souveraineté. Sur le terrain, des signaux faibles apparaissent dès les premiers mois de 2025. Des survols répétés, des mouvements discrets, des tentatives de cartographie non médiatisées sont rapportés par des acteurs locaux. Ces éléments, fragmentaires mais concordants, précèdent les annonces officielles. Ils expliquent pourquoi la stratégie nationale se durcit progressivement, avant même les mesures visibles. Ibrahim Traoré est observé à travers ce prisme concret, non comme un acteur réactif, mais comme le centre d'une séquence où la prévention prime sur l'improvisation. Ce resserrement du contrôle ne surgit donc pas dans le vide. Il s'inscrit dans une chaîne causale claire, découverte confirmée, valeur en hausse, pression extérieure croissante, puis réponse graduelle. Comprendre cette chronologie permet de lire la suite sans surprise artificielle. La question n'est plus de savoir si le Mali change de statut, mais comment ce changement s'opère et à quel rythme pour ceux qui vivent au contact direct des zones minières. Dans les zones proches des gisements, un personnage collectif sert de fil conducteur, les acteurs de terrain, officiers locaux, chefs communautaires et responsables techniques décrivent, dès le début de 2025, une même scène répétée. Des équipes étrangères cherchent à approcher discrètement les sites sous couvert de protection économique. Ces récits courts montrent comment la densité stratégique change avant toute annonce officielle. Premier cas. Dans une région minière, des civils récemment formés à la défense territoriale signalent plusieurs incursions limitées. Rien de spectaculaire,
mais des tentatives de cartographie des accès et des pistes. L'information circule sans médias, remonte les canaux administratifs et accélère la volonté de contrôle. Le so what est simple. Quand l'observation locale précède la décision centrale, la stratégie gagne du temps. Deuxième cas. Plus au sud, des chefs traditionnels rapportent des propositions financières prudentes. L'objectif est une exploitation rapide, en échange d'un soutien discret. Pour ces leaders, la question cesse d'être abstraite. Elle devient quotidienne, inscrite dans des mouvements inhabituels autour des villages. Cette matérialité explique pourquoi le discours sur la souveraineté trouve un écho immédiat. Avant 2025, la gestion des ressources minières suit un schéma connu. Ouverture prudente, dépendance aux capitaux extérieurs, arbitrage fragmenté. Après la confirmation du gisement et la hausse rapide des prix, la logique s'inverse. La séquence s'active, puis s'accélère. Vient ensuite la montée en intensité. En avril 2025, Bamako impose une taxe exceptionnelle de 20 ans est imposée sur les profits des entreprises étrangères. Le geste est net. Il déclenche des protestations immédiates de la part des investisseurs, qui évoquent des suspensions d'activité et des risques de retrait. Pourtant, la décision tient. Elle marque un avant et un après. Le pays affirme que la valeur du sous-sol doit d'abord structurer l'économie interne. Cette bascule transforme la relation avec les opérateurs miniers, désormais placés dans une logique de négociation, et non plus de simple extraction. Puis survient le tournant visible. Le 10 octobre 2025, le gouvernement annonce « Là, les frontières ont été complètement fermées ». L'acte est à la fois symbolique et opérationnel. Il vise à contrôler l'accès aux ressources et à prévenir toute intrusion non maîtrisée. À l'international, la décision est perçue comme un geste de rupture. À l'intérieur, elle reçoit un soutien croissant, car elle s'inscrit dans une chaîne causale déjà comprise par une partie de la population. 5 jours plus tard, l'escalade se matérialise. Le 15 octobre, une tentative de franchissement menée par un groupe de mercenaires soutenu par une puissance étrangère est repoussée par les forces locales. L'affrontement est bref, mais son impact est durable. Il confirme que la compétition autour des ressources n'est plus théorique. Pour les autorités, cet épisode valide rétrospectivement les choix précédents. Avant les décisions, la base est simple. Un pays perçu comme fragile, des ressources sous-exploitées et une dépendance structurelle aux capitaux extérieurs. Après janvier 2025, l'écart apparaît. La confirmation de 100 000 tonnes de lithium modifie immédiatement cette ligne de base, car elle transforme un potentiel théorique en actif stratégique tangible. Pris ensemble, ces chiffres dessinent une trajectoire lisible. La valeur du lithium augmente, la capacité de l'État à capter cette valeur s'améliore, et le soutien social consolide la marge de manœuvre politique. Le delta n'est pas abstrait. Il se mesure en recettes potentielles, en contrôle accru des flux et en légitimité interne. Cette combinaison explique pourquoi les sanctions extérieures, bien que réelles, n'inversent pas immédiatement la dynamique. Le débat autour de la stratégie suivie en 2025 se structure autour de 2 positions opposées, chacune appuyée sur des arguments cohérents et observables. Première position, favorable à la ligne gouvernementale. Ses défenseurs partent d'un constat empirique. La compétition autour des ressources n'était ni abstraite ni future. Les survols signalés, les tentatives de cartographie et l'incident du 15 octobre montrent que l'enjeu était déjà matérialisé sur le terrain. Dans cette lecture, la taxe exceptionnelle, la fermeture des frontières et le renforcement du contrôle minier sont des réponses proportionnées à une pression extérieure croissante. Elles visent à gagner du temps, sécuriser l'accès et empêcher une captation rapide de la valeur. Le soutien populaire, mesuré en juin 2025, est mobilisé comme preuve supplémentaire. La majorité sociale valide l'idée que la souveraineté minière justifie des mesures coûteuses à court terme. Deuxième position, plus critique. Elle s'appuie sur les risques macroéconomiques. Fermer les frontières et durcir la fiscalité peut réduire l'afflux de capitaux, ralentir l'accès aux technologies et exposer l'économie à un isolement progressif. Les opposants soulignent la dépendance potentielle à un seul métal,
soumis à des cycles de prix volatiles. Ils estiment qu'un contrôle trop rigide des opérateurs peut étouffer l'innovation et déplacer l'activité vers des pays concurrents. Dans ce cadre, la prudence stratégique devrait passer par une ouverture négociée, combinée à une diplomatie active pour amortir les chocs. Ainsi, aucune des deux lectures n'est irrationnelle. Mais l'alignement temporaire entre valeurs du marché, capacité fiscale et soutien social tend à favoriser la stratégie défendue par Ibrahim Traoré à ce stade précis. Le désaccord ne porte pas sur les faits, mais sur l'horizon temporel retenu pour juger leur coût et leur efficacité. Un pivot silencieux reconfigure tout. Le moment charnière survient avec une décision administrative en apparence secondaire. La création du Fonds souverain national annoncé le 15 août 1925. Ce geste transforme une posture défensive en architecture durable. Jusqu'alors, l'État répondait aux pressions par des mesures de contrôle. Désormais, il organise la captation interne des bénéfices et projette la stratégie dans le temps long. Ce fonds change la nature du débat. Il ne s'agit plus seulement de protéger l'accès au gisement, mais de décider ce que deviennent les revenus une fois sécurisés. La logique passe de l'urgence à la structuration. Les recettes minières cessent d'être un enjeu de confrontation immédiate pour devenir un levier de reconstruction économique destiné à financer formation, infrastructures et compétences locales. Ce déplacement modifie aussi la lecture extérieure. Les acteurs internationaux ne font plus face à une réaction ponctuelle, mais à un modèle. Le Mali cesse d'être un terrain disputé et commence à proposer ses propres règles. La question n'est plus seulement sécuritaire ou diplomatique, elle devient structurelle, car elle touche à la manière dont un État transforme une ressource stratégique en trajectoire de développement. Les effets concrets des décisions prises en 2025 se déploient simultanément sur plusieurs plans, et chacun révèle une facette différente du basculement en cours. Cette fois, il ne s'agit plus d'intentions ou de signaux, mais de conséquences observables. Pour l'État, d'abord, la combinaison de la taxe exceptionnelle, du contrôle renforcé des zones minières et du fonds souverain modifie la capacité de pilotage économique. Les recettes issues du lithium ne sont plus seulement encaissées, elles sont orientées. Le pouvoir budgétaire gagne en prévisibilité, ce qui permet de planifier au-delà de la réponse à la crise. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un décideur isolé que comme l'initiateur d'un cycle où sécurité et redistribution deviennent indissociables. Pour les entreprises locales ensuite, longtemps cantonnées à des rôles secondaires, elles bénéficient d'un espace nouveau. Le retrait partiel ou l'attentisme de certains opérateurs étrangers ouvre des marges d'entrée. Des équipes nationales occupent progressivement des postes techniques, logistiques et de supervision. Cette transition reste incomplète, mais elle modifie la structure du marché. La valeur générée par l'extraction commence à circuler à l'intérieur du pays, au lieu d'être immédiatement externalisée. Le coût est réel en termes d'investissement initial, mais l'effet d'apprentissage est décisif à moyen terme, pour l'économie régionale enfin. Les pays voisins observent attentivement l'expérience malienne. Certains y voient un précédent, capable d'inspirer une reprise de contrôle sur leurs propres ressources. D'autres redoutent un effet de contagion qui rebattrait les alliances et les flux commerciaux. Le Mali devient ainsi un point de référence, non parce qu'il impose un modèle, mais parce qu'il démontre qu'un État du Sahel peut modifier les termes de l'échange. Cette visibilité accrue renforce son poids diplomatique, tout en exposant davantage ses choix. Pris ensemble, ces effets dessinent une réalité complexe. Les bénéfices ne sont ni immédiats ni uniformes, mais ils sont perceptibles. Le verrouillage initial produit des coûts, tandis que la structuration progressive ouvre des perspectives. Ce double mouvement explique pourquoi la trajectoire suivie par Ibrahim Traoré est soutenue par une partie significative de la population, tout en restant contestée à l'extérieur. Le basculement n'est pas achevé, mais ses conséquences sont désormais inscrites dans les pratiques, les attentes et les rapports de force. Les 12 prochains mois ouvrent 3 trajectoires possibles pour le Mali. Elles ne prédisent rien,
Elle prolonge simplement les lignes déjà visibles depuis 2025, en fonction des pressions extérieures, des capacités internes et des choix politiques maintenus. Le scénario de base implique la stabilisation sous vigilance. Stabilisation sous vigilance. Le scénario optimiste envisage une consolidation régionale. Consolidation régionale. Ici, l'expérience malienne agit comme catalyseur. Plusieurs pays du Sahel engagent des démarches similaires pour sécuriser et valoriser leurs ressources stratégiques. Une coordination émerge autour des politiques fiscales, des infrastructures et de la sécurité des sites miniers. Le Mali devient un pivot d'un ensemble plus large, capable de négocier collectivement avec les acteurs industriels mondiaux. Le fonds souverain sert alors de levier non seulement national, mais aussi régional, finançant des projets communs. Dans ce cadre, la pression extérieure se dilue, car elle ne cible plus un seul État. La marge de manœuvre politique s'élargit, au prix d'une coordination complexe. Le scénario contraint décrit une pression accrue et des arbitrages difficiles. Pression accrue et arbitrage difficile. Dans cette trajectoire, les sanctions se durcissent et l'accès au marché se complique. Les exportations ralentissent, l'inflation progresse et les infrastructures souffrent de retard. Le pays doit arbitrer entre maintien de la ligne souveraine et concessions économiques ciblées. La dépendance au lithium devient plus visible, exposant l'économie au cycle de prix. La stabilité sociale est mise à l'épreuve, sans pour autant provoquer un effondrement immédiat. Ce scénario révèle les limites d'une stratégie menée en isolement prolongé. Face à ces trois chemins, une recommandation s'impose. Éviter la fixation sur un seul avenir. La trajectoire réelle dépendra de la capacité à lire en continu l'interaction entre pression internationale, soutien interne et alliance régionale. C'est dans cet ajustement constant que se jouera la crédibilité de la stratégie portée par Ibrahim Traoré au cours de l'année à venir. Les choix opérés depuis 2025 touchent directement des groupes qui, jusque-là, observaient ces débats de loin. Leur quotidien devient un terrain où les décisions macroéconomiques prennent une forme concrète. Pour les jeunes actifs d'abord, l'essor du secteur minier encadré crée des attentes nouvelles en matière d'emploi et de formation. Les programmes techniques liés à l'extraction, à la logistique et à la supervision ouvrent des perspectives qui n'existaient pas à cette échelle. Beaucoup y voient une occasion de rester, plutôt que de chercher ailleurs des opportunités incertaines. Mais cette promesse s'accompagne d'une exigence. La montée en compétences doit être rapide pour remplacer durablement l'expertise étrangère. L'espoir est réel, mais il reste conditionné à la continuité des investissements éducatifs. Pour les familles vivant à proximité des sites miniers, l'impact est plus contrasté. D'un côté, l'amélioration des infrastructures locales et la circulation accrue de revenus changent la perception de la ressource. Le lithium n'est plus seulement associé à des risques, mais aussi à des bénéfices tangibles. De l'autre, la présence sécuritaire renforcée rappelle que cette richesse attire des convoitises. Le quotidien s'organise autour d'un équilibre fragile entre opportunités économiques et vigilance permanente. Pour les petites entreprises et les commerçants, la reconfiguration des flux modifie les circuits habituels. Certains souffrent des restrictions liées aux frontières et au contrôle forcé. D'autres profitent de la relocalisation partielle de services et de la demande induite par les activités minières. Le tissu économique se réajuste, parfois de manière heurtée, mais avec des espaces nouveaux pour l'initiative locale. La consolidation de la trajectoire engagée repose désormais sur une séquence opérationnelle claire. Il ne s'agit plus d'annoncer des principes, mais d'exécuter une feuille de route lisible, mesurable et progressive. La première étape consiste à sécuriser durablement la gouvernance minière. Sécuriser durablement la gouvernance minière. Sécuriser. L'État doit stabiliser les cadres juridiques et fiscaux afin de réduire l'incertitude, sans revenir sur les principes de souveraineté. Cela implique des règles contractuelles explicites,
des audits réguliers et une traçabilité renforcée des flux financiers. Cette clarté est essentielle pour transformer la contrainte initiale en prévisibilité à moyen terme. Ibrahim Traoré est attendu ici non sur des déclarations, mais sur la continuité administrative. La deuxième étape est d'investir dans le capital humain. Investir dans le capital humain. La montée en compétences locales conditionne tout le reste. Programmes de formation technique, partenariats avec des institutions éducatives nationales et transferts encadrés de savoir-faire deviennent prioritaires. L'objectif est simple, réduire la dépendance opérationnelle tout en maintenant des standards élevés. Sans cette étape, la captation de valeur resterait incomplète. La quatrième étape consiste à articuler la stratégie régionale. Articuler la stratégie régionale. Le Mali ne peut agir seul indéfiniment. La coordination avec les pays voisins sur la sécurité, les infrastructures et les normes minières permettrait de réduire l'isolement et de mutualiser certains coûts. Cette dimension externe complète la logique interne. Enfin, cinquième étape. Instaurer une évaluation continue. Les données doivent guider les ajustements. C'est dans cette capacité à corriger sans renier que la stratégie portée par Ibrahim Traoré pourra s'inscrire dans la durée, entre pression internationale et attente nationale. Le récit revient aux scènes initiales, celles des villages proches des gisements, et des alertes discrètes remontées au début de 2025. Ce sont elles qui donnent aujourd'hui une mesure humaine à une stratégie souvent lue à travers des chiffres et des communiqués. Les acteurs de terrain, évoqués plus tôt, ne parlent plus seulement d'intrusion ou de pression diffuse. Ils parlent de routes améliorées, de formations techniques en cours et d'un État plus présent, même si la vigilance reste constante. Cette continuité éclaire la cohérence de l'ensemble. Les décisions successives ne flottent pas au-dessus du réel. Elles s'y ancrent. Le fonds souverain, la fiscalité minière et le contrôle renforcé répondent aux signaux perçus très tôt par ces communautés. Le motif est le même du début à la fin. Transformer une vulnérabilité en levier, sans nier les risques. Ibrahim Traoré apparaît ici comme le lien entre ces deux niveaux, reliant les données macroéconomiques aux attentes locales. La phrase clé qui circule dans ces récits tient en peu de mots. La ressource doit servir avant d'attirer. Elle résume une bascule de perception. Le lithium cesse d'être une promesse lointaine ou une menace abstraite. Il devient un instrument conditionnel, utile seulement s'il est maîtrisé. Ce rappel aux origines du basculement referme la boucle narrative et prépare le dernier mouvement, celui de l'interpellation collective. Pour les observateurs extérieurs, l'enjeu n'est pas de choisir un camp, mais de comprendre les mécanismes à l'œuvre. Lire les décisions uniquement comme des gestes politiques masque leur ancrage économique et social. Les données, les séquences et les effets se cumuler racontant une histoire plus nuancée, où la souveraineté se construit par étapes, rarement sans friction. La trajectoire portée par Ibrahim Traoré pose ainsi une question ouverte, valable bien au-delà du Sahel. Comment transformer une ressource convoitée en projet collectif durable, sans enfermer un pays dans l'isolement ou la dépendance à un seul levier? Cette interrogation concerne aussi bien les citoyens, les analystes que les acteurs économiques. À chacun désormais de prolonger cette lecture, de la discuter et de la confronter à d'autres expériences. Le débat reste ouvert, parce que l'avenir des ressources ne se décide jamais seul, ni dans le silence, ni sans regard critique.